Deux fillettes de 5 ans étaient assises sous un pin mourant, vêtues de chemises rouges déchirées à manches courtes, leurs pieds nus profondément enfouis dans la neige. L'une sanglotait jusqu'à ce que sa voix disparaisse. L'autre restait silencieuse, les lèvres gercées, les yeux d'une immobilité trop étrange pour une enfant. Puis elle murmura, « Nous avons été méchantes. C'est pour ça qu'elle nous a laissés ici. Pas de gants, pas de nourriture, personne ne viendra. » Elles ne s'étaient pas perdues. Elles avaient été abandonnées. Et elles auraient pu s'éteindre tranquillement dans le froid, si ce n'avait été pour l'aboiement. Un berger allemand entra dans la clairière, calme et alerte. Son souffle s'accrochait dans l'air comme un avertissement. Puis vint l'homme, son manteau usé, ses pas lourds, un visage marqué par des années de silence. Il se tenait au bord des arbres, observant. Cela pourrait arriver n'importe où, dans n'importe quelle forêt, dans n'importe quelle ville, peut-être même près de chez vous. Alors dites-nous, d'où observez-vous? Et tapez, Amen, si vous croyez qu'aucun enfant ne devrait jamais être abandonné. Fin d'hiver, une tempête de neige était passée quelques heures auparavant, laissant la forêt silencieuse sous un ciel délavé de toutes couleurs. Les arbres, dépouillés et penchés sous le poids du givre, se dressaient comme des témoins endeuillés sur le sol gelé. Au loin, la silhouette pâle d'une ville scintillait derrière des collines effacées, son nom oublié dans le récit de cette histoire. Jake Whitmore, 47 ans, avançait lentement dans les bois, d'un pas délibéré et lourd. Sa haute stature, large d'épaules et légèrement voûtée, donnait l'impression d'un homme qui se tenait autrefois droit, mais portait désormais un poids invisible. Ses cheveux bruns foncés, autrefois coupés courts à la militaire, avaient poussé de manière inégale et étaient parsemés de gris, cachés sous un bonnet en laine. Une barbe taillée couvrait la moitié inférieure de son visage, poivrée d'argent, encadrant une mâchoire qui se serrait plus par habitude que par nécessité. Les yeux de Jake étaient ce qu'il y avait de plus frappant chez lui, un ver glacial qui ne vacillait plus, ne posait plus de questions. Ils avaient vu la guerre, la perte et la trahison. Ils avaient cessé d'attendre quoi que ce soit. Ses lourdes bottes brisaient de fines couches de neige à chaque pas. Il ne marchait pas pour le paysage ou l'air. Il marchait parce que le mouvement signifiait le silence. Cela gardait les images à distance, ces images qui le harcelaient au bord de son sommeil, et parfois s'insinuaient dans ses heures d'éveil. Il avait passé 15 ans comme ingénieur de combat à l'étranger, et 5 autres à essayer d'oublier. L'oubli n'était jamais venu. Ces nuits étaient remplies de l'écho aigu des coups de feu, de l'explosion des iodés, du dernier souffle d'homme qui avait ri à ses côtés. La thérapie l'avait un peu aidé, mais pas assez. Seul Rusty était resté. Rusty, un berger allemand de 5 ans, avançait avec des pattes alertes et feutrées. Son pelage était principalement sable, un riche mélange de noir et de brun avec des taches plus claires sous le ventre et autour des yeux. Il se déplaçait avec la précision entraînée d'un chien de police, mais sa démarche portait désormais quelque chose de plus doux, d'instinctif. Il était loyal, vif et patient. Jake avait adopté Rusty après que le maître original du chien, le plus proche ami de Jake, soit mort lors d'un dernier déploiement. Ils étaient rentrés ensemble, tous deux marqués et changés. Rusty savait quand les mains de Jake tremblaient, quand l'obscurité se rapprochait trop, et Jake avait appris à faire confiance au silence et aux avertissements de Rusty. Cet après-midi-là, Jake n'avait pas prévu d'aller loin, juste le circuit habituel autour des lisières du bois. Mais alors, Rusty se figea. Ses oreilles se dressèrent. Un son grave et guttural sortit de sa gorge, à moitié gémissement, à moitié grognement. Il tourna brusquement et s'élança dans les arbres plus denses, son corps tendu, le nez au vent. Jake jura à voix basse et courut après lui, le froid mordant à travers ses gants. Rusty, appela Jake. Reviens. Qu'est-ce que c'est? Mais Rusty ne s'arrêta pas. Des branches giflaient les bras et la poitrine de Jake alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, le cœur battant pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Il trébucha dans une petite clairière, et ce qu'il vit la brisa l'armure autour de son cœur en un instant. Deux fillettes, pas plus hautes que sa cuisse, étaient assises sous un pin tordu, serrées l'une contre l'autre. Leur peau était pâle et gercée, les joues rouges par le vent. Elles portaient des chemises rouges à manches courtes assorties, déchirées aux ourlets, et de légères jupes qui couvraient à peine leurs genoux. Pas de veste, pas de bottes, juste des pieds nus enfoncés dans la neige, devenant bleus. L'une d'elles pleurait, fort et en tremblant, les mains couvrant son visage. L'autre restait immobile, les lèvres fendues par le froid, les yeux grands ouverts avec quelque chose de trop vieux pour son âge, quelque chose de vide.
Rusty n'aboya pas. Il s'approcha d'elle lentement, doucement, la queue basse. Il laissa échapper un petit gémissement et frotta doucement la main de la fillette qui pleurait. Elle tressaillit d'abord, puis laissa ses doigts toucher sa fourrure. L'autre fillette fixa Rusty, ses lèvres bougeant à peine. « Ruby » murmura-t-elle. « Rosie » ajouta celle qui pleurait, comme si ces noms étaient des mots de passe. Jake s'agenouilla lentement, enlevant ses gants. Le froid mordait sa peau, mais il s'en fichait. Il tendit la main avec précaution. « Salut » dit-il, la voix basse et tremblante. « Ça va. Vous êtes en sécurité maintenant. » Les fillettes ne répondirent pas, mais ne s'enfuirent pas non plus. Celle nommée Ruby garda son regard fixé sur Rusty comme si elle tirait de la chaleur de sa présence. Jake retira son manteau et l'enroula autour de leurs épaules. Il les enveloppa toutes les deux. « Je dois appeler à l'aide » murmura-t-il pour lui-même, cherchant à tâtons son téléphone dans sa poche. L'écran tactile ne répondit pas tout de suite, gelé comme ses doigts. Finalement, un signal vacilla. 911. « Quelle est votre urgence ?» répondit une voix. « Ici Jake Whitmore » dit-il rapidement. « Je suis dans les bois à environ 1 mile au nord-est de la lisière de la ville. J'ai trouvé 2 enfants. Elles sont vivantes mais congelées, probablement âgées de 5 ans. Pas de chaussures, pas de manteau. Elles ont besoin d'aide. » La voix du répartiteur changea instantanément. « Connaissez-vous leur état ? » Elles sont réveillées. L'une pleure. Les 2 sont certainement en hypothermie. Je les ai couvertes avec mon manteau. Nous suivons un système neigeux se dirigeant par là. Tous les véhicules d'urgence sont cloués au sol pour les 2 prochaines heures en raison des routes coupées. Pouvez-vous les abriter temporairement ? Jake hésita. Oui, j'ai une cabane pas loin. Pouvez-vous les garder au chaud ? Nous enverrons les secours dès que ce sera sûr. Jake regarda à nouveau les fillettes. Rosie s'était recroquevillée contre sa sœur. Ruby posait sa main sur le dos de Rusty, comme s'il était la dernière chose au monde à laquelle elle faisait confiance. « Je vais m'en occuper » dit-il. « Dites-leur juste de se dépêcher. »« Nous vous contacterons toutes les 15 minutes » dit la voix. « Restez en ligne si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Jake raccrocha et tendit la main doucement vers les fillettes. « Nous allons marcher maintenant, d'accord, juste un petit peu. Rusty va nous guider. » Ruby se leva la première. Rosie s'accrocha à elle. Leurs jambes tremblaient, mais elles suivirent Rusty sans un mot. Jake ne posa pas de questions. Il ne les pressa pas. Il marcha simplement dans la neige avec 2 enfants brisés et un bon chien. La tempête de neige ne montrait aucun signe d'arrêt. D'épaisses rideaux blancs fouettaient les fenêtres, transformant le monde extérieur en un gris feutré. À l'intérieur de la petite cabane en bois, Jake se déplaçait avec une lente précaution, digérant encore ce qui venait de se passer. 2 petites filles, âgées de 5 ans, à peine vêtues, presque gelées, étaient maintenant recroquevillées sur son vieux canapé, enveloppées dans une courte pointe qui sentait légèrement le cèdre et la vieille fumée. Leurs noms étaient Ruby et Rosie. Il les avait notés en premier, comme si les noms seuls pouvaient les ancrer à la sécurité. Jake se tenait près du poêle, remuant du gruau dans une vieille casserole cabossée. Les filles n'avaient pas dit grand-chose, elles avaient seulement murmuré leur nom après que Rusty ait doucement nudgé leurs petites mains avec son museau. Rusty était maintenant allongé sur le sol, son corps étendu entre les filles et la porte, comme une barrière silencieuse. Ses oreilles tressautaient à chaque gémissement du vent. Jake n'était pas un parent. Il n'était même pas un bon oncle. Après la guerre, il s'était coupé de la plupart de sa famille. Il ne comprenait pas les silences, les cauchemars, la façon dont les bruits forts pétrifiaient son corps. Il avait trouvé un rythme tranquille dans les bois, couper du bois, nourrir Rusty, parcourir la même boucle chaque jour. Mais rien de tout cela n'était tranquille. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ruby tenait toujours la main de Rosie sous la couverture. Aucune des filles n'avait touché les vêtements qu'il avait préparés, bien que leurs chemises trempées aient commencé à sécher près du feu. Leurs visages étaient pâles, leurs cils incrustés de givre fondu. Elles ne pleuraient pas. Cela rendait la situation encore pire. Jake apporta les 2 bols, les posant doucement sur la table basse. Il s'agenouilla devant les filles, frottant maladroitement ses mains l'une contre l'autre. «
Vous n'êtes pas obligé de tout manger, dit-il, la voix basse et rocailleuse. Mais c'est chaud. Ça pourrait t'aider. Les yeux de Ruby se posèrent sur Rusty. Le berger allemand se leva et s'approcha, s'asseyant à côté du canapé, posant son menton sur son genou. Elle le regarda, puis tendit lentement la main vers la cuillère. Rosie l'imita. Jake expira doucement. C'était déjà ça. La cabane était vieille mais solide. Construite par son grand-père, réparée par son père, et maintenant la sienne par défaut. Il n'y avait pas d'électricité, seulement des lanternes et le ronronnement du vieux poêle à propane. Il alla chercher d'autres couvertures dans le coffre de rangement, ainsi que 2 chemises thermiques délavées et une paire de chaussettes épaisses pour chacune. Il leur tourna le dos pendant qu'elles se changeaient sous les couvertures, murmurant des excuses qu'il n'était pas sûr qu'elles entendent. Ensuite, il s'assit de nouveau à la table, ouvrant son carnet relié en cuir. Il documentait tout, leur état, ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles portaient, et comment elles réagissaient. Il avait appelé le shérif plus tôt, comme le protocole l'exigeait. La ligne coupait par intermittence, mais la répartitrice avait été claire. Gardez-les en sécurité. Nous reprendrons contact au lever du jour. Les routes sont fermées pour l'instant. Jake n'était pas formé pour ça. Il avait une fois gardé une équipe de combat en vie sous les tirs de sniper, mais maintenant il n'était pas sûr que du gruau chaud et du silence soient suffisants. Il nota de faire bouillir de l'eau pour nettoyer leurs pieds. Elles n'avaient pas crié, mais leurs âmes étaient meurtries à vif. Plus tard cette nuit-là, après que les filles soient tombées dans un sommeil agité sur le canapé, Jake posa une autre courte pointe sur elle et s'assit en tailleur sur le sol, regardant Rusty les observer. Le chien n'avait presque pas cligné des yeux de toute la soirée. Il avait nudgé les filles pour qu'elles mangent, ouvert la boîte à jouets que Jake n'avait pas touché depuis des années, et avait même apporté un petit lapin en peluche, le posant soigneusement à côté de Rosie sans commandement. Rusty avait maintenant 7 ans, un pelage noir et feu, les yeux toujours alertes. Il avait été entraîné comme unité K9, mais avait pris sa retraite tôt en raison d'une blessure à la patte subie lors d'une opération de recherche. Jake l'avait recueilli ensuite. Depuis lors, ils étaient rarement séparés. Rusty comprenait plus que ce que Jake disait souvent à voix haute. « On dirait que tu es la seule raison pour laquelle elles nous font confiance », murmura Jake. La queue de Rusty frappa une fois, puis redevint immobile. Dehors, le vent rugissait comme un géant mourant. Jake appuya sa tête contre le mur, fixant les ombres au plafond. Les souvenirs lui venaient par fragments, poussière, sang, métal, le son d'une voix criant sous les décombres. Il ferma les yeux très fort. Il n'était pas censé laisser les gens entrer, mais elles n'avaient pas frappé. Elles étaient là dans la neige, attendant de disparaître. Il se leva et fouilla dans le garde-manger pour trouver plus de provisions. Une petite boîte de pêche, une demi-miche de pain. Il devrait rationner jusqu'à la réouverture des routes. Il nota mentalement de démarrer le générateur le lendemain pour recharger la radio. Ses mains bougeaient par instinct, même si ses pensées tourbillonnaient. Au milieu de la nuit, un doux gémissement le tira de son sommeil. Jake s'assit sur le sol. Rosie s'était tournée et serrait maintenant le lapin en peluche contre sa poitrine, ses lèvres bougeant dans un rêve à moitié formé. Les bras de Ruby se resserrèrent protecteurs contre sa sœur. Rusty se leva et se rapprocha, posant doucement sa tête sur les genoux de Ruby. Ses petits doigts tressaillirent, puis s'enroulèrent dans sa fourrure. Jake resta où il était. Aucun mot n'était nécessaire ce soir-là. Le lendemain matin, un silence s'installa. La tempête s'était calmée avant l'aube, laissant derrière elle une épaisse couverture de neige fantomatique qui recouvrait les arbres, le toit et chaque branche à perte de vue. La lumière du soleil filtrait faiblement à travers un ciel couvert, baignant la forêt d'une lumière bleu pâle. Jake sortit sur le porche de la cabane, son souffle formant des nuages dans l'air vif. Il serra plus fort sa veste en flanelle autour de lui et scruta la clairière. Rusty était déjà dehors, son pelage noir et feu effleurant les congères tandis qu'il reniflait le sol avec détermination. Il y avait quelque chose de différent dans les mouvements du chien. Concentré, insistant, presque anxieux. Rusty, appela doucement Jake, craquant dans la neige vers lui. Le berger allemand marqua une pause, les oreilles dressées, puis s'élança vers la lisière de la clairière derrière la cabane. Jake le suivit. La neige ici était inégale, pas seulement à cause d'empreintes. Elle semblait perturbée. Rusty gratta un monticule, puis commença à creuser furieusement,
dispersant la neige avec ses pattes antérieures puissantes. Jake s'agenouilla et l'aida à dégager la zone. En quelques minutes, ses doigts heurtèrent quelque chose de solide sous la poudreuse. Un sac en plastique hermétiquement scellé, partiellement gelé dans le sol. Jake balaya la neige du dessus et le souleva. À l'intérieur se trouvaient des documents, froissés mais secs, un ensemble de papiers imprimés, 2 photographies et un dossier bleu délavé. Rusty gémit doucement. Jake apporta le sac à l'intérieur, étalant le contenu sur la table sous la lumière chaude de la lanterne. Ruby et Rosie dormaient toujours, recroquevillés comme des chatons sur le canapé, Rusty reposant maintenant à leurs pieds. Jake déplia soigneusement les documents, son cœur battant à la lecture. Le premier était une lettre usée d'un tribunal de comté, tamponnée et datée de près de 3 ans. Elle nommait une femme appelée Hélène Mercer comme tutrice temporaire de 2 mineurs, Ruby et Rosie Clifton. Le document citait la mère biologique, Anna Clifton, comme étant incapable en raison d'un accident de la route. Le papier suivant était une copie d'une carte de prestations émise par l'État, avec le nom d'Hélène et les 2 enfants répertoriés comme dépendants. Un autre dossier était une photocopie du permis de conduire d'Hélène. Début trentaine, yeux pâles, pommettes hautes, cheveux blonds raides. Elle avait l'air froide même sur sa photo. Les derniers éléments étaient 2 photographies. L'une montrait les jumelles, âgées d'environ 2 ans, jouant dans ce qui ressemblait à une garderie, portant des pyjamas roses identiques. L'autre était une photo spontanée. Hélène s'accroupissait devant elle, sans sourire, tenant l'une des filles par les épaules. Ce n'était pas une scène chaleureuse. Quelque chose dans sa posture était raide, distante. Jake fixa la photo. Il ne reconnaissait pas la femme, mais un sentiment se remua, plus un malaise qu'une familiarité. Il replia tout dans le dossier et alluma la radio. La connexion était toujours faible, mais après plusieurs essais, il réussit à joindre le département du shérif du comté. « Ici Jake Whitmore, dit-il, éclaircissant sa gorge. J'ai 2 enfants avec moi, et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait aider votre enquête. » À l'autre bout, une voix grave et rocailleuse répondit. « Ici l'officier Monroe. C'est vous qui avez signalé avoir trouvé 2 mineurs disparus hier. » Jake confirma, rapportant ce qu'il avait découvert dans la neige. Monroe écouta attentivement, puis lui demanda de relire le nom sur les documents. « Hélène Mercer », répéta Jake. Une pause. « Nous cherchons ce nom depuis un moment », murmura Monroe. « Elle a disparu il y a 2 mois après avoir été expulsée d'une caravane près de Pinoloo. Personne ne l'a revue depuis. » Jake fronça les sourcils. « Et les filles ? Qu'est-il arrivé à leur mère ?» Le ton de Monroe s'adoucit. « Anna Clifton. Elle a été dans le coma pendant des années. Accident de voiture, comme vous l'avez lu, mais elle en est sortie le mois dernier. Sa mémoire est fragmentée. Elle ne se souvient pas des dernières années. Elle a demandé après ses filles. » La prise de Jake sur la radio se resserra. « Elle a dit qu'Hélène était censée les lui amener une fois qu'elle irait mieux, » continua Monroe. « Mais quand Anna a appelé, Hélène n'a jamais répondu. Nous avons émis un rapport, mais personne ne l'a priorisé jusqu'à maintenant. » Jake regarda le canapé. Les filles commençaient à bouger, de petites silhouettes sous des couches de laine et de coton, ne parlant toujours pas, mais respirant régulièrement. « Envoyez-nous ce que vous avez trouvé, » ordonna Monroe. « Vous avez déjà fait plus que la plupart. Je vais passer ça dans le système et mettre à jour le dossier. » Jake promit de scanner les documents dès qu'il le pourrait et resta en ligne pendant que Monroe expliquait les étapes suivantes. Il ne pouvait pas encore atteindre la cabane en raison des conditions routières, mais une patrouille viendrait une fois que les chasse-neige auraient dégagé la limite extérieure de la forêt. En attendant, Jake était officiellement reconnu comme tuteur temporaire selon le protocole d'abri d'urgence. Une fois l'appel terminé, Jake s'enfonça dans sa chaise, laissant la chaleur du poêle s'installer dans ses os. Hélène Mercer, le nom résonnait dans sa tête. Pourquoi enterrer les documents? Pourquoi ne pas simplement laisser les enfants à une station, un refuge, n'importe où? Pourquoi ici? Rusty bougea, se levant et retournant à la porte. Il aboya une fois, court et net. Jake le suivit, remettant le pied dans la neige. Le sol autour du sac en plastique avait été presque entièrement recouvert par la neige, mais pas complètement. Un ensemble d'empreintes de bottes étroites s'éloignant de la lisière des arbres. Anciennes, à moitié remplies, mais réelles.
Elle avait été là. Peut-être à observer, peut-être effrayée, ou peut-être juste en train d'effacer le dernier lien. Jake se tourna vers la cabane. Les filles avaient besoin de nourriture, de chaleur et de sécurité, mais elles avaient aussi besoin de vérité. Et quelque part, Anna était éveillée, demandant après ses filles. Jake nota une autre chose dans son journal, cette fois-ci marquant un mot au-dessus de la page, Hélène. La journée resta grise, d'une lumière tamisée qui semblait estomper la ligne entre le matin et l'après-midi. La neige recouvrait toujours le sol, bien que le pire de la tempête soit passé. Jake était assis dans sa cabane, le feu crépitant doucement dans le poêle à bois, la chaleur repoussant la morsure du froid qui s'infiltrait à travers les vieux murs. Ruby et Rosie étaient recroquevillées sous une épaisse courte pointe sur le canapé, leurs petites mains tenant toujours la fourrure de Rusty. Elles n'avaient presque pas lâché le chien depuis le moment où il les avait trouvées. Les yeux de Jake restaient fixés sur la radio tandis que la voix de Monroe revenait à travers le statique. « Elle s'est finalement réveillée, dit Monroe. C'est arrivé il y a environ 3 semaines. »« Anna ?» demanda Jake, serrant plus fort le récepteur. « Oui, Anna Clifton. Accident de voiture. 6 mois dans le coma à l'hôpital général de Crestview. » Elle en est sortie confuse, demandant après ses filles. Elle a dit aux infirmières que sa cousine Hélène était censée s'occuper d'elle. Personne n'a pu retrouver Hélène. Elle a disparu de la circulation le jour où Anna a repris conscience. Jake s'assit, digérant chaque mot. Elle a signalé Hélène ? Demanda-t-il. Elle a essayé, répondit Monroe. Mais Hélène a utilisé des documents falsifiés, des formulaires de tutelle modifiés, de nouvelles pièces d'identité, même une adresse changée. Le temps que nous relions les points, la piste était froide. Techniquement, il semblait qu'elle avait la garde légale. Anna ne pouvait pas faire grand-chose. Elle n'avait pas de revenus, pas de résidence permanente, et pas d'équipe juridique pour la soutenir. Sa mémoire était fracturée. Chaque fois que nous avons essayé de monter un dossier, les papiers donnaient l'impression qu'Hélène était la tutrice légitime. La mâchoire de Jake se serra. Donc, elle a disparu avec les filles. Exactement, dit Monroe. Et maintenant, grâce à ce que vous avez trouvé, nous commençons enfin à tout assembler. Jake jeta un coup d'œil aux jumelles. Rosie dormait, mais les yeux de Ruby étaient ouverts. Elle ne le regardait pas. Elle observait Rusty, ses doigts emmêlés dans son pelage. Il se demanda ce qu'elles avaient entendu, ce qu'elles comprenaient. Il baissa le volume de la radio et s'approcha doucement. « Ruby, dit-il doucement, s'accroupissant. Elle cligna des yeux, puis se tourna lentement pour le regarder. « Te souviens-tu de quelqu'un qui s'appelle Hélène » demanda-t-il gentiment. Elle se raidit. Ses yeux se posèrent sur Rosie, puis revinrent sur Jake. Il ne la força pas. Au lieu de cela, il posa sa main sur le dos de Rusty et laissa le silence s'installer. Alors, Ruby fit quelque chose d'inattendu. Elle se pencha en avant, enroula ses 2 bras autour du cou de Rusty et murmura quelque chose dans la fourrure du chien. Jake se pencha. Elle a dit, murmura Ruby si doucement que Jake l'entendit à peine, nous étions méchantes, alors elle nous a laissés. Jake sentit sa poitrine se serrer. Il déglutit difficilement. Non, ma chérie, dit-il doucement, repoussant ses cheveux emmêlés. Vous n'étiez pas méchante. Rusty lui lécha la main et frotta son côté. Elle ne recula pas. Plus tard ce soir-là, Jake sortit avec Rusty. L'air était redevenu mordant. Alors qu'il contournait l'arrière de la cabane pour jeter une autre brassée de bois de chauffage à l'intérieur, Rusty se figea soudainement. Ses oreilles se dressèrent, et il commença à renifler le sol en cercle serré et délibéré. Jake resta immobile, l'observant. Rusty laissa échapper un grognement sourd, non agressif, mais d'avertissement. « Qu'est-ce que c'est, mon grand » murmura Jake. Rusty se rendit au bord de la lisière des arbres et s'arrêta. Là, à moitié fondu dans la neige, il y avait une seule empreinte de botte. Jake s'agenouilla. Elle était trop grande pour un enfant, trop petite pour la sienne. Il repéra une deuxième empreinte juste au-delà de la première, orientée vers l'extérieur. Quelqu'un était passé par là. Rusty renifla de nouveau la zone, fit un cercle, puis revint aux côtés de Jake. Jake n'eut pas besoin de poser la question à voix haute.
Il savait qu'Hélène était revenue vérifier. Pour les reprendre, ou pire. Jake regarda de nouveau la cabane, le cœur battant. Il allait devoir sécuriser la propriété, verrouiller les fenêtres, garder Rusty près de lui en permanence. À l'intérieur, Rosie bougea dans son sommeil et murmura le nom de sa sœur. Ruby se pencha et la serra contre elle. Jake s'assit près du feu cette nuit-là, Rusty allongé à ses pieds, regardant la porte. Il ne savait pas ce qu'Hélène voulait ou ce qu'elle pourrait faire maintenant que les filles n'étaient plus cachées. Mais si elle revenait, elle ne trouverait pas le même homme qu'elle avait espéré duper, et elle ne passerait pas le chien qui avait déjà sauvé ses filles une fois. Le vent était revenu avec une vengeance cette nuit-là. Il hurlait à travers les pins comme un cœur de voix brisé, faisant claquer les volets de la cabane de Jake et dispersant les flocons de neige comme des éclats de verre. La température avait fortement chuté, au point que Jake avait maintenu un feu ardent toute la journée, et Rusty refusait de quitter le côté des filles. Ruby et Rosie s'étaient toutes deux blotties avec lui sur le sol, des couvertures autour d'elles, regardant les flammes vacillantes comme des enfants s'accrochant au dernier souffle de lumière dans un monde trop sombre, trop tôt. Jake avait à peine dormi depuis la découverte des empreintes de bottes. Il vérifiait les fenêtres encore et encore, s'assurait que les portes étaient verrouillées, gardait son vieux fusil de chasse à portée de main. Quelque chose dans ses tripes lui disait qu'Hélène n'en avait pas fini, et il avait raison. Cela commença par le grognement de Rusty, un son bas et guttural provenant du fond de sa gorge. Puis il fut debout, la queue raide, les oreilles couchées. Jake se tourna vers la porte d'entrée juste au moment où le vieux loquet en bois tressaillit. Une ombre traversa la fenêtre. Jake n'attendit pas. Il attrapa le fusil et se rapprocha de la porte, Rusty à ses côtés. Dès qu'il l'ouvrit, un flot de mouvements jaillit de l'obscurité. C'était elle, Hélène Mercer. Elle était plus mince que sur la photo que Jake avait trouvée, trop mince, avec des cheveux gras attachés en un chignon et des yeux comme des billes de verre cliquetant dans un crâne resté trop longtemps sans repos. Son manteau était vieux, plusieurs tailles trop grand, pente de sa silhouette comme une vie empruntée. Ses lèvres étaient gercées. Une manche était déchirée, et elle tenait dans sa main quelque chose de coupant. Jake recula juste à temps alors qu'elle frappait. Rusty s'élança et lui planta les crocs dans le bras. Elle hurla, trébucha, tenta de se dégager, mais Jake était déjà sur elle, la clouant dans la neige. Monroe. Aboya Jake dans la radio attachée à sa ceinture. Elle est là. Je la tiens. Envoyez des renforts. La voix du shérif Monroe grésilla à travers le statique. Est à 3 minutes. Accrochez-vous. Hélène se débattit sous lui, les yeux écarquillés par une rage maniaque. Vous ne comprenez pas, siffla-t-elle. Elle n'était pas censée vivre avec elle. Elle ne pouvait pas s'occuper d'elle. J'ai tout fait. Je les ai nourris. Je les ai habillés. Vous les avez laissés mourir dans les bois, lança Jake, son souffle givrant dans l'air. Ils allaient me retirer l'argent, cracha-t-elle. Sans les paiements, qu'étais-je censé faire? Je ne pouvais pas me nourrir, encore moins de petites pestes. Jake la regarda, horrifié. Rusty resta planté à ses côtés, son museau tacheté de neige, la regardant avec des yeux froids et alertes. Des sirènes gémirent au loin, devenant plus fortes jusqu'à ce que des lumières clignotantes traversent les arbres comme des projecteurs dans le brouillard. Le SUV de Monroe dérapa et s'arrêta, suivi de 2 adjoints en tenue d'hiver épaisse. Ils se précipitèrent pour aider à maîtriser Hélène, qui avait commencé à sangloter de manière incontrôlable. Le shérif Monroe était un homme aux larges épaules d'une 50aine d'années, avec des cheveux foncés et grisonnants, une moustache épaisse, et l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de faim et trop peu de réponses. Sa voix était basse mais ferme. C'est fini pour vous, Hélène. Au poste, sous des lumières vacillantes, Hélène était avachie dans une salle d'interrogatoire. Ses mains étaient menottées. Son visage était pâle. Monroe se tenait derrière le miroir sans teint avec Jake à ses côtés, les bras croisés. Elle parle, dit Monroe. À l'intérieur, Hélène se pencha en avant. Sa voix était à peine un murmure. Elle était à l'hôpital, marmonna-t-elle. Dans le coma. J'étais la seule famille qu'ils pouvaient trouver. Je leur ai dit que je prendrais les filles juste quelques semaines jusqu'à ce qu'elles se réveillent. Mais alors elle ne s'est pas réveillée. Elle marqua une pause, tremblant. J'ai commencé à recevoir les chèques. Pas beaucoup, mais assez.
Les bons alimentaires, le Medicaid. J'ai déménagé dans un parc à roulotte et j'ai dit à l'agence que je faisais l'école à la maison. Ils n'ont jamais vérifié. Je ne pensais pas qu'elle se réveillerait. Mais quand j'ai appris qu'elle s'était réveillée, sa voix se brisa, j'ai paniqué. Je lui ai dit que les filles étaient mortes dans un incendie. Elle m'a cru. Jake ferma les yeux. La cruauté du mensonge s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Elle n'a jamais rien dit à personne d'autre, dit Monroe, la mâchoire serrée. Elle a passé des années à croire que ses enfants étaient morts. Elle a abandonné le combat, murmura Jake. Elle pensait qu'il n'y avait plus personne pour qui se battre, répondit Monroe. Derrière la vitre, Hélène sanglotait dans ses mains. De retour à la cabane, Jake trouva Ruby et Rosie toujours endormis, blottis avec Rusty entre elles. Le chien ouvrit un œil quand Jake entra, puis le referma comme pour dire « c'est fait ». Je les garde. Jake s'assit par terre près du feu, le dos contre le mur, et expira pour ce qui semblait être la première fois depuis des jours. Il regarda les flammes danser, écouta le vent s'apaiser dehors, et pensa à Anna, à l'appel téléphonique qu'elle recevrait le matin, au moment où elle apprendrait que ses filles étaient en vie. Mais une partie de lui se demandait quels dégâts avaient déjà été faits, et combien de temps il faudrait à ces petites filles pour se sentir à nouveau en sécurité, si jamais. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde drapé de silence doux et de blanc chatoyant. Les arbres scintillaient sous la douce chaleur du soleil, leurs branches ployant légèrement sous le poids de la glace. Les routes étaient enfin suffisamment dégagées pour que Monroe puisse passer un appel attendu depuis des années. Anna Clifton arriva 2 jours plus tard. Elle sortit d'un SUV gouvernemental qui l'avait conduite directement de l'aéroport. Son corps tremblait malgré le manteau de laine bien serré autour d'elle. Elle avait 34 ans, bien que le chagrin les vieillit davantage. Sa silhouette était menue, à peine un M60, avec des yeux verts fatigués et une peau pâle qui n'avait pas vu beaucoup de soleil. Ses cheveux auburn étaient tressés en un chignon soigné, du genre que les infirmières portaient pour rester professionnelles, mais ses doigts les frottaient nerveusement tandis qu'elle se tenait au pied de la cabane de Jake. Elle était devenue infirmière après être sortie du coma, déterminée à ne plus jamais se sentir impuissante. Mais aucune formation, aucune salle d'urgence, aucun quart de nuit ne l'avait préparée à cela. Sont-elles ? Commença-t-elle, sa voix se brisant. Monroe, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. Elles sont en sécurité. Elles sont à l'intérieur. Jake attendait, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. Son visage était aussi buriné que l'écorce des arbres derrière lui, des lignes sculptées par la guerre et la douleur silencieuse de l'isolement. Toujours mal rasé, sa barbe grisonnante était plus salée que poivrée, et il portait la même veste olive et les mêmes bottes que d'habitude. Ses épaules, bien que larges et fermes, se voûtaient légèrement sous le poids de ce qui allait se produire. Rusty fut le premier à bouger. Le berger allemand, maintenant presque âgé de 6 ans, se leva de sa place près des filles et marcha vers Anna. Sa démarche était lente, délibérée. Il renifla sa main gantée, puis pressa doucement sa tête contre son flanc et laissa échapper un doux souffle, les oreilles repliées. Anna s'agenouilla. « Tu te souviens de moi » murmura-t-elle à Rusty. Il ne répondit pas, bien sûr, mais il n'avait pas besoin de le faire. Derrière lui, la porte grinça. 2 petites têtes apparurent. Ruby et Rosie se tenaient serrées l'une contre l'autre, tout comme cette nuit-là dans les bois. Toutes 2 portaient des pulls et des leggings légèrement trop grands, empruntés à la boîte d'urgence de Jake. Leurs chemises rouges déchirées avaient été remplacées, mais pas oubliées. Leurs boucles blondes étaient plus nettes maintenant, brossées et attachées en rubans assortis, mais leurs yeux portaient toujours des ombres trop vieilles pour des enfants de 5 ans. Anna ne bougea pas. Elle non plus. Puis Rosie cligna des yeux, ses lèvres tremblèrent. Elle fit un tout petit pas en avant. Ruby suivit. La voix d'Anna se brisa à nouveau. « Mais chérie, c'est vraiment moi. » Rosie marqua une pause, puis leva les yeux vers sa sœur comme pour demander permission. Les yeux de Ruby se remplirent de larmes. Elle s'approcha d'Anna. « Maman » murmura-t-elle. « Maman, vraiment » Et puis le barrage céda. Les 2 filles coururent en avant et s'écrasèrent dans les bras d'Anna, sanglotant si fort que leurs petites épaules tremblaient. Anna les serra fort, enfouissant son visage dans leurs cheveux, pleurant sans bruit. Jake se détourna.
Ses bottes craquèrent doucement dans la neige tandis qu'il marchait autour de la cabane, feignant de vérifier le générateur. Son souffle sortait en nuages nets. Il ne voulait pas que quiconque voie son visage. Monroe resta silencieux près du SUV, observant la scène, son chapeau tiré bas. Même les adjoints qui les avaient accompagnés restèrent respectueusement en arrière, les yeux baissés. Seul Rusty resta. Il marcha après Jake, s'assit à ses côtés et leva les yeux. Jake croisa son regard. « C'est ton miracle, mon ami, murmura-t-il. C'est toi qui as fait ça. » Rusty laissa échapper un grognement silencieux et satisfait et posa sa tête sur le genou de Jake. De retour à l'intérieur de la cabane, Anna avait conduit les filles près du feu. Elle ne voulait pas lâcher ses mains. Ruby ne cessait de la regarder comme si elle craignait que ce ne soit qu'un rêve, qu'à tout moment, elle se réveille dans une autre caravane froide avec quelqu'un qui crie. Jake revint finalement, gardant ses distances au début, mais Anna insista pour qu'il entre. Elle se leva et tendit une main. « Vous êtes Jake ?» Il hocha la tête. « Oui, madame. »« Je n'ai pas de mots, dit-elle, les larmes aux yeux. »« Vous et votre chien, vous les avez sauvés. » Jake baissa les yeux, puis la regarda. « Rusty les a trouvés. J'ai juste suivi. » Anna sourit, et pour la première fois, cela semblait réel. « Alors, merci d'avoir suivi. » Les heures passèrent lentement mais doucement. Monroe s'occupa de la paperasse, contactant discrètement les services de protection de l'enfance pour confirmer le transfert de garde. Il dit à Anna qu'elle pouvait loger dans un pavillon voisin les jours suivants pendant que les arrangements étaient finalisés. Jake lui offrit la cabane, mais elle refusa gentiment, ne voulant pas s'immiscer davantage. Pourtant, les filles refusèrent de partir tout de suite. Cette nuit-là, elles dormirent de nouveau près du feu. Seulement cette fois, avec Anna blottie entre elles, ses bras enroulés autour de leur petit corps. Rusty était allongé à proximité, toujours en train de veiller. Jake se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouetté par le clair de lune, fixant les arbres sans fin. Il avait porté de nombreux fantômes avec lui dans ces bois, et pour la première fois, il sentait que l'un d'eux avait trouvé la paix. Le palais de justice se dressait, gris et froid, un monolithe austère se détachant sur un ciel qui avait perdu sa couleur. C'était le genre de matin qui rendait tout plus lourd, les nuages pressant bas sur la ville comme un secret que personne ne voulait dire à voix haute. Hélène Mercer fut conduite par les portes latérales, les poignets menottés devant elle, les yeux vides. Elle ne portait plus ses cheveux coiffés avec soin ni ses manteaux ajustés et élégants. La femme qui autrefois manipulait des documents pour voler des vies paraissait maintenant émaciée. Ses cheveux mi-longs, raides et délavés. Sa silhouette autrefois fière était recroquevillée dans un pull gris ample, fourni par la prison. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle s'asseyait devant le juge. Mais ce n'était pas par regret. C'était par la certitude que ses jeux étaient enfin terminés. Jake était assis au deuxième rang, flanqué de Monroe et d'un représentant des services sociaux. Il portait ses meilleurs vêtements, ce qui signifiait toujours une flanelle propre, des bottes fraîchement brossées et une expression solennelle qui avait depuis longtemps appris à ne pas changer, sauf nécessité. Ses mains étaient serrées sur ses genoux. Rusty, fraîchement toiletté pour l'occasion, était assis au pied de Jake, son pelage brun et noir brillant faiblement dans la douce lumière. Bien qu'officiellement non autorisé au tribunal, une exception spéciale avait été faite. Après tout, ce n'était pas un chien ordinaire. La juge, une femme âgée nommée Margaret Bell, connue pour son comportement ferme mais juste, lut les accusations à voix haute, d'une voix inébranlable. Hélène Mercer, vous comparaissez devant ce tribunal, accusée de multiples chefs, incluant la falsification de documents légaux, l'obstruction à la justice, l'abandon de mineurs, et des préjudices psychologiques prolongés envers des personnes à votre charge. Hélène cligna à peine des yeux. Monroe avait fourni un dossier en béton, des traces écrites, des témoignages, et une chronologie qui retraçait chacune de ses actions avec une clarté troublante. Elle avait manipulé les lacunes juridiques, utilisé sa parenté avec Anna comme une échappatoire, et encaissé des aides d'État tout en gardant les jumelles dans un quasi-silence et une négligence. Mais c'est son acte final, les abandonnant dans la forêt pour éviter de nouvelles enquêtes, qui rendit l'air de la salle d'audience glaciale. Anna avait choisi de ne pas témoigner. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire dans sa déclaration de victime, soumise par écrit, pleine de douleurs silencieuses et de fureur contenue. C'était son souhait de laisser la justice parler maintenant, et non son chagrin. Après seulement 2 heures de délibération,
le tribunal rendit son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La voix de la juge Bell s'adoucit lorsqu'elle prononça la sentence. 15 ans dans un établissement fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 8 premières années. Jake ne sourit pas. Monroe non plus. Il n'y avait pas de célébration dans la justice, juste le soulagement que personne d'autre ne soit blessé. Plus tard cette semaine-là, une cérémonie fut organisée dans le modeste centre communautaire de la ville. L'air y était plus léger, rempli de chaleur et de rires discrets, alors que les voisins se rassemblaient, non pas pour pleurer, mais pour honorer. La nouvelle du sauvetage s'était répandue au-delà de la région, et les journaux locaux l'avaient surnommée « la rédemption de Rusty ». Les enfants portaient des épinglettes en forme d'empreintes de pattes. De vieux vétérans saluèrent Jake avec un respect silencieux. Le shérif Monroe, en uniforme complet, s'avança vers le podium avec un sourire rare sur son visage habituellement impassible. « Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement un héros, dit-il, mais un gardien, un rappel que parfois ceux qui nous sauvent ne parlent pas avec des mots. » Il désigna Rusty. Le chien, assis sur une petite estrade à côté de Jake, dressa les oreilles en entendant son nom. Il semblait mal à l'aise sous les projecteurs, jetant un coup d'œil à Jake comme pour demander la permission de bouger. Jake hocha légèrement la tête. Monroe leva un petit ruban rouge et or avec un emblème en bronze en forme de bouclier et le plaça doucement autour du cou de Rusty. Pour sa bravoure extraordinaire et son service indéfectible dans la protection de la vie, déclara Monroe. Le département du shérif du comté de North décerne à Rusty la médaille civile de bravoure des chiens de police. La pièce éclata en doux applaudissements. Jake tapota le flanc de Rusty. « Je t'avais dit qu'il finirait par comprendre, mon grand. » Mais ce fut Rosie, minuscule et tremblante, qui vola le moment. La petite fille portait une robe rose pâle sous un épais cardigan, ses cheveux blonds soigneusement brossés pour la première fois depuis des mois. Elle tenait la main de Ruby, qui se tenait tranquillement à côté d'elle dans une tenue assortie. Anna regardait de côté, les mains serrées devant sa bouche, ne sachant si elle devait pleurer ou respirer. Rosie s'approcha du microphone, que Monroe abaissa pour elle. Sa voix était à peine un murmure, pourtant la pièce se tut instantanément. « Rusty, dit-elle, les yeux grands ouverts en regardant le berger allemand. C'est lui qui a été le premier à savoir que nous avions besoin d'être aimés. » Ces mots brisèrent quelque chose dans l'air. Un fil invisible de tension se rompit dans l'immobilité. Jake déglutit difficilement. Même Monroe se détourna légèrement. Après la cérémonie, des gens s'approchèrent pour saluer Jake. Certains lui offrirent de fermes poignées de main. D'autres parlèrent de guerre, de perte et de guérison. Beaucoup se penchèrent pour caresser Rusty, qui remua poliment la queue, mais resta près de Jake. Une visiteuse se distingua. Elle s'appelait Linda Crowley, une psychologue qui travaillait avec des enfants exposés à des traumatismes. Elle avait la cinquantaine, des cheveux noirs parsemés d'argent attachés en arrière et des yeux intelligents derrière de fines lunettes. Elle se présenta à Jake et Anna avec un professionnalisme discret. « Je pense que les filles bénéficieraient d'une thérapie assistée par l'animal, dit-elle. Pas seulement avec Rusty, mais en général. Leur lien avec lui est fort. Cette confiance est un bon signe. » Anna hocha la tête avec gratitude. « Merci. Elles dorment déjà mieux, et elles demandent constamment après lui. » Jake sourit doucement. Il n'est pas gêné par les visiteurs. Linda se tourna vers Rusty. « Tu vas aider à guérir plus que ces deux-là, n'est-ce pas ?» Le chien leva les oreilles comme pour acquiescer. Cette nuit-là, de retour à la cabane, Jake alluma un feu alors que la neige tombait à nouveau. Les jumelles se blottirent sur le tapis près de Rusty, qui les regardait avec des yeux endormis. Anna était assise à la table, sirotant du thé, et Jake se tenait près de la fenêtre, fixant les bois. Il savait que les jours difficiles n'étaient pas terminés. Mais quelque chose avait changé. Le silence dans la forêt ne semblait plus aussi vide. La neige avait commencé à fondre à Silver Hollow, traçant de fines fissures sur l'épaisse couverture qui avait fait taire la forêt pendant des mois. À sa place, des chemins boueux émergeaient, et des taches de verre faisaient leur apparition comme des enfants timides. L'hiver n'était pas encore terminé, mais il avait commencé à desserrer son étreinte. La cabane de Jake, autrefois un refuge froid enseveli dans la solitude, était maintenant pleine de vie. La légère odeur de cannelle flottait du poêle. Il y avait un doux fredonnement dans le couloir, la voix d'Anna, et sur le tapis du salon,
Rusty était étendu comme un lion, ses membres vieillissant doucement enroulés autour des deux jumelles qui s'étaient endormies contre sa fourrure chaude. Un mois s'était écoulé depuis le procès. Anna avait pris sa décision rapidement. Avec l'aide de Monroe et des services sociaux, elle trouva une petite location près des terres de Jake, juste assez proche pour que Ruby et Rosie puissent visiter la cabane tous les jours, et juste assez loin pour maintenir une certaine structure. Jake avait offert l'espace par instinct, mais ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte. Maintenant, chaque matin apportait un nouveau son, le rire. Jake se tenait à la rampe du porche, les manches de sa chemise retroussées, frottant la boue de ses mains. Sa barbe avait un peu poussé, et ses épaules avaient retrouvé une posture plus naturelle. La raideur qui le hantait autrefois s'était estompée comme une vieille ecchymose. Ses yeux gardaient encore des tempêtes, mais elles ne débordaient plus. Dans le jardin, Ruby était agenouillée à côté d'une boîte en bois remplie de terre noire. Ses boucles blondes rebondirent alors qu'elle se tournait vers lui, brandissant une petite pousse comme un trophée. Elle portait un épais pull rouge, trop grand et parsemé de terre. « Est-ce de la laitue ?» demanda-t-elle avec des yeux grands et pleins d'espoir. Jake descendit, s'accroupit à côté d'elle. « Ça le sera si tu arrêtes de la piquer toutes les 5 minutes. » Elle sourit, et il ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire. À l'intérieur, Rosie était assise en tailleur près de la cheminée, feuilletant une vieille copie usée de Le Lapin de velours. Sa voix trébuchait sur les mots, mais Anna la guidait patiemment, assise à côté d'elle en jean et chemise de flanelle vert forêt. Le visage autrefois pâle d'Anna brillait maintenant de couleur. Elle avait laissé ses cheveux repousser, des vagues châtains clairs-noués lâchement en arrière, et ses yeux avaient retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu depuis longtemps, la paix. Rusty, désormais officiellement âgé de 10 ans, avait pleinement assumé son rôle de gardien. Son pelage noir et brun était brossé quotidiennement par les filles, et sa queue remuait chaque fois que Rosie lui murmurait des secrets à l'oreille, ou que Ruby lui posait une couronne de feuilles sur la tête. Jake avait installé une nouvelle bibliothèque dans la cabane. Elle contenait bien plus que des livres maintenant, des photos des filles, des dessins qu'elles avaient faits, même un badge encadré que Monroe lui avait donné pour service au-delà du devoir. Jake n'en parlait jamais. Mais parfois, quand le feu s'éteignait et que tout le monde dormait, il touchait le coin du cadre et souriait. Un après-midi, alors que les nuages s'amoncelaient à nouveau au-dessus de la forêt, Monroe rendit visite. Le shérif arriva dans son vieux camion Chevy, en sortant vêtu d'un épais manteau et de son habituel chapeau brun. Ses yeux vifs scrutaient la propriété comme un faucon en patrouille. Mais il y avait de la chaleur dans son hochement de tête quand Jake le rencontra sur le porche. « Juste pour prendre des nouvelles », dit Monroe, tendant une enveloppe manille. « Quelques derniers documents pour le déménagement. Rien d'urgent. » Il avait la cinquantaine avancée, des mains burinées et une voix rocailleuse. Son travail l'avait vieilli, et la perte de sa femme des années auparavant avait creusé des rides plus profondes sur son visage. Mais Monroe avait trouvé un but dans la structure et dans de petites victoires comme celle-ci. Jake lui offrit du café, et bientôt ils s'assirent sur les marches du porche, regardant Ruby courir après Rusty avec un bâton clairement trop grand pour elle. « As-tu déjà pensé que ça arriverait » demanda Monroe en sirotant sa tasse. Jake secoua lentement la tête. « Non, je pensais que j'en avais fini. » Le shérif jeta un coup d'œil de côté. « Non. Tu n'avais pas encore commencé. » Pendant qu'il parlait, Anna sortit, saluant timidement Monroe. Son sourire était doux mais réel. Elle avait commencé à travailler à temps partiel à la clinique locale, offrant un soutien pédiatrique. La ville l'avait accueillie discrètement. Certains se souvenaient d'elle d'il y a des années. D'autres ne la connaissaient que comme la femme dont les enfants étaient revenus. À l'intérieur de cette cabane, quelque chose avait changé. Non pas dans la structure, qui restait burinée et irrégulière, mais dans son cœur. Il y avait toujours des fissures dans les murs et des courants d'air à travers les fenêtres. Mais il y avait de la musique maintenant, Anna fredonnant le matin, les pas des filles sur les planchers qui grinçaient, le bruit de la queue de Rusty contre les meubles. Une nuit, alors que la neige revenait en une brève averse, la cheminée crépita doucement. Rosie s'était endormie, ses bras enroulés autour du cou de Rusty. Ruby était blottie près d'Anna, son pouce effleurant juste le bord de la vieille chemise de flanelle de Jake. Jake était assis dans son fauteuil, observant les flammes. Il tenait dans ses mains une boîte en fer rouge, quelque chose que les filles lui avaient donné. À l'intérieur se trouvaient des notes pliées, de petits dessins, et un biscuit depuis longtemps émietté en poussière de sucre.
À l'intérieur du couvercle, Ruby avait écrit en lettres capitales « Merci de nous avoir sauvés ». Jake fixa les mots, la mâchoire serrée. Rusty leva les yeux, calme et savant. Jake murmura « Elles pensent toutes que j'ai sauvé ces filles, mais ce n'était pas moi, n'est-ce pas ?» Rusty expira lentement et reposa son menton. Jake se pencha en arrière dans son fauteuil. Il n'avait pas besoin de réponse. Certains foyers n'avaient pas besoin de nouvelles portes. Ils avaient juste besoin de gens assez courageux pour rester. Parfois, les miracles pour lesquels nous prions ne viennent pas avec la foudre du ciel, mais dans la loyauté silencieuse d'un vieux chien, la bravoure tranquille d'un soldat brisé, ou les mains tremblantes d'un enfant qui a juste besoin de quelqu'un pour rester. Rusty n'avait pas d'aile, mais il a été envoyé. Jake n'a pas demandé à être un héros, mais la grâce l'a choisi. Et ses filles, Ruby et Rosie, elles nous rappellent que l'amour, lorsqu'il est donné librement, peut recoudre même les blessures les plus profondes. Peut-être est-ce ainsi que Dieu agit, à travers des âmes improbables, dans des bois oubliés, dans des moments où nous avons failli abandonner. Et peut-être que cette cabane dans la neige n'était pas seulement un abri. C'était un endroit où le ciel a touché la terre. Alors ce soir, si vous regardez ceci et vous demandez si votre douleur a encore un sens, souvenez-vous que la lumière trouve toujours son chemin à travers la neige. Restez bienveillant, restez ouvert, et faites confiance au fait que votre moment, votre miracle, viendra aussi. Que Dieu bénisse chaque cœur qui écoute ce soir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous a le plus ému. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires d'amour, de foi et de seconde chance. Et puissiez-vous toujours retrouver votre chemin vers la maison, peu importe la longueur de l'hiver. Amen.